passe la parole tout de suite à notre troisième intervenant, qui est donc Fabrice Ben-Simon, Précat Sorbonne, pour 20 minutes. Merci, Sylvester. I'll speak in French, but I've made a few copies of my paper in English if you need one. Alors, donc, c'est une communication sur, plus exactement, l'AIT et ses précurseurs à Londres. Une question qui est ancienne. D'une certaine manière, Marx aborde la question des origines de l'AIT dans son adresse célèbre de 1864 en faisant référence aux liens de fraternité qui devaient exister entre les travailleurs de différents pays. Mais enfin, disons qu'avec la construction d'une histoire scientifique de l'international, il y a plusieurs questions qui ont été soulevées autour de ces origines. Bon, les origines militantes, est-ce que c'était un projet ancien ou récent? Est-ce que la constitution de l'AIT a été un progrès linéaire ou difficile? Quelle est aussi la généalogie de l'internationalisme ouvrier en tant qu'idée et ensemble de conceptions? Et puis, une autre question qui est liée, c'est celle du succès de l'AIT. Comment comprendre ce succès par rapport à des tentatives antérieures? Et pour répondre à ces différentes questions, on peut évoquer peut-être deux approches qui ont été utilisées. Alors, d'une part, une approche interne, illustrée par le travail brillant d'Arthur Lenning, il y a déjà quelques temps de cela, la recherche sur les individus, sur les groupes, sur les journaux, les trade unionistes, les militants politiques, dont les activités, l'engagement, les idées ont mené à la création de l'Internationale. Et puis une approche plus externe, qui a consisté à s'interroger sur les raisons du succès de l'association. Est-ce que c'était les circonstances économiques qui étaient différentes, le marché du travail, les pratiques ouvrières qui avaient changé, en particulier en Grande-Bretagne, sur le continent. Et il y a une conférence qui a été évoquée tout à l'heure en 1985 pour le cinquantenaire de l'Institut d'Amsterdam, dans laquelle Marcel van der Linden avait proposé cette approche structurelle en s'intéressant aux différentes forces plus ou moins anonymes, telles que la croissance économique, la multiplication des échanges, le développement du commerce mondial, la formation des États-nations et d'organisations nationales, en particulier des syndicats. Donc deux approches qui ne s'excluent pas, je pense, mais disons que mon papier va être assez classique, en effet, et inscrit plutôt dans la première approche, celle en particulier de la préhistoire interne de l'AIT, notamment des années 1830 et 1840, même si j'évoquerai rapidement la période des années 50. Alors, avant 1948, un des éléments essentiels dans la constitution de l'AIT à Londres, c'est la place qu'occupent les exilés. Et de ce point de vue-là, on peut dire que nos connaissances ont été enrichies depuis le colloque de 1964. Alors, on a plusieurs travaux majeurs. Le livre de Bernard Porter, qui montrait de façon convaincante pourquoi et comment Londres était devenu le centre de l'exil, le centre de l'asile politique. La Grande-Bretagne elle-même, l'État britannique ne faisait rien pour adoucir le sort des réfugiés, mais enfin était dans une position d'une part de libéralisme, avec un attachement important dans des secteurs de la population politisée au droit d'asile pour les réfugiés du continent. Et puis en même temps, la Grande-Bretagne était dans une position de puissance qui lui permettait de mieux résister que la Belgique, par exemple, aux pressions des régimes qui se plaignaient des activités de leurs proscrits ou de leurs exilés. On a également plusieurs monographies ou des ouvrages collectifs sur des groupes d'exilés. Je pense notamment, pour ce qui est des Français, au travail de Sylvie, à la thèse que Thomas C. Jones a soutenue il y a 2 ou 3 ans à Cambridge sur les exilés français, aux travaux de Rosemary Ashton et de Christine Lattek sur les exilés allemands, au travail de Maurizio Isabella sur les Italiens. Et puis on a des travaux comparés ou sur les circulations, comme celui de Yori Prothero sur les artisans radicaux en France et en Angleterre, qui est une étude rare de ces interactions. On a les ouvrages très stimulants de Miles Taylor et de Margot Finn sur les liens et les échanges entre ces réfugiés, entre ces exilés et les groupes radicaux britanniques, les chartistes notamment, qui montrent bien comment la présence des réfugiés
a contribué à redéfinir le radicalisme britannique, en particulier après 1848. Donc une recherche qui s'est beaucoup enrichie, même si c'est essentiellement sur la période après 48. Or, il y a des circulations antérieures, des années 1820, des Allemands, des Italiens, des Français, des Polonais, des Espagnols qui trouvent refuge en Suisse, en Belgique, mais avant tout en Grande-Bretagne. Une dimension intéressante, c'est celle de la circulation des idées. Les premiers socialistes, Fourier, Saint-Simon, Owen, Cabet plus tard, conçoivent des systèmes qui sont fondés sur la fraternité universelle. Et Greg Claes a bien montré le rôle joué par exemple par l'owenisme dans la genèse de l'internationalisme, en particulier au cours des années 1840 avec The Association of All Classes of All Nations, qui a eu plusieurs sections aux États-Unis et puis qui a correspondu avec des membres en France, en Belgique ou en Allemagne. Circulation des idées, circulation des textes, en particulier le rôle des traductions. Je pense par exemple à la traduction par Bronte O'Brien de l'histoire de la conspiration pour l'égalité de Buonarroti, traduction en 1836 en anglais. Lenin avait aussi montré comment, dans les années 30, il y a une première période d'échange, notamment dans les journaux. On trouve dans les différents journaux européens, tels que l'Écho de la Fabrique, qui est publié à Lyon au début des années 1830, le Poor Man's Guardian, en Grande-Bretagne également au début des années 30, avec des textes, des rapports ou des correspondances sur les mouvements ouvriers des différents pays. En 1836, un texte important, un texte de William Lovett, un radical britannique, qui rédige une Address to the Belgian Working Classes, qui est peut-être le premier plaidoyer écrit pour l'internationalisme ouvrier. Et puis il y a d'autres adresses similaires qui sont diffusées par la suite aux ouvriers des différentes nations, ce qui témoigne d'une préoccupation et sans doute également de contact. Donc des prémices dans cette première période, disons des années 1830. Cela dit, il me semble que ce sont les années 40 qui constituent un véritable tournant. Alors, la presse continue de rapporter, même le fait de plus en plus. Je pense à des journaux comme L'Atelier, qui est paru dans les années 40 à Paris, Le Populaire de Cabet, également à Paris, Die Rheinische Zeitung à Cologne, die Deutsche Französische Jahrbucher à Paris, le Schweizischer Republikaner à Zurich, le journal oweniste The New Moral World à Londres, le Movement de Holyoke, et puis le Northern Star, journal chartiste, à Leeds et puis à Londres. Donc des journaux qui rendent compte des différents mouvements ouvriers étrangers. On peut citer aussi Flora Tristan, qui essaye de constituer en 1843 une union ouvrière, donc une militante féministe, socialiste, et qu'elle veut une union ouvrière qu'elle veut internationale. Pour ce qui est des organisations, je pense que la première organisation internationale de radicaux, sinon de travailleurs, mais enfin se plaçant dans la perspective de la défense des travailleurs, c'est les Fraternal Democrats, une organisation constituée sans doute en 1844 ou 45 à Londres, à l'origine de laquelle on trouve d'abord les chartistes britanniques, une organisation qui prospère sur le dynamisme du mouvement chartiste, sur son audience, mais également la Société démocratique allemande, dont je vais dire quelques mots, et puis dans une moindre mesure des réfugiés français et polonais. Alors les réfugiés français, je pense à un groupe peu connu, et sans doute un groupe petit, la Société démocratique française, qui est un groupe néo-babouviste, qui a été fondé à Londres à la fin des années 30, qui s'est réuni jusqu'à 1848, dont les animateurs sont peu connus. Je pense à Camille Berrier-Fontaine et un autre qui s'appelait Jean Juin, alias Jean Michelot, qui est peu connu mais qui est intéressant pour les historiens dans la mesure où il renseignait la police de Guizot et il a produit des rapports très documentés qui sont aux archives nationales et qui ont l'avantage par rapport au compte-rendu de la presse, puisque les réunions des Fraternal Democrats étaient rapportées par la presse, de rendre compte également des réunions
du comité directeur des Fraternal Democrats, donc 5 ou 6 membres animateurs issus de différents groupes d'exilés. Donc ces sociétés, on les retrouve à partir du début des années 40 à Londres, et en particulier la Société démocratique allemande, la Société allemande d'éducation ouvrière, die Deutscher Bildungsverein für Arbeiter, qui est devenue célèbre comme société communiste d'éducation des travailleurs, qui était principalement composée d'ouvriers qualifiés, émigrés, pas forcément des exilés, souvent des émigrés, et souvent il est difficile de distinguer précisément l'exil dit politique de l'émigration dite économique, avec des animateurs comme des dirigeants comme Karl Schapper, peut-être la figure la plus importante de cette organisation, et des émigrés ou des exilés qui avaient été en rapport avec des Français, notamment à Paris. Plusieurs d'entre eux avaient participé au soulèvement du 12 mai 1839 et connaissaient plusieurs exilés français. Donc, les chartistes, cette société allemande, des Polonais comme Oborski, la Société démocratique française, participent à la constitution de cette organisation, les Fraternal Democrats. Alors, je disais les chartistes, il faut peut-être là citer la principale personnalité de ce groupe, Julian Harney, qui était un relativement jeune dirigeant chartiste, qui connaissait bien le continent, qui était en rapport avec les différents groupes d'exilés. Et il se trouve que la Société démocratique française se réunissait dans un pub de Londres, de Soho, de Red Lion. La Société démocratique allemande également, à partir de 1840. Et à la fin de l'année 44, le Northern Star, le grand journal chartiste, déménage de Leeds à Londres. Il était alors en réalité dirigé par Harney. Il s'installe dans la même rue que The Red Lion, et The Red Lion devient le pub préféré des chartistes. Donc on a aussi des lieux qui sont importants dans ces sociabilités, dans ces échanges. Harney est vraiment l'animateur de cette organisation précoce qui en particulier organise des meetings importants parfois. Je pense à des réunions publiques qui célèbrent les grands anniversaires républicains français, comme le 14 juillet ou le 22 septembre, mais également la fête allemande d'Ambach, fin mai. Et puis, lors d'occasions, dans des contextes politiques précis, qui cherchent à mobiliser sur des questions, notamment des questions de politique étrangère. Bon, la Pologne est l'exemple le plus important, mais également, par exemple, lors de la crise de l'Oregon en 1846, entre la Grande-Bretagne et les États-Unis, cette société, les Fraternal Democrats, s'oppose à toute velléité guerrière et organise des réunions publiques sur cette question, quoi. Ce sont des réunions qui ne sont pas négligeables. Un des rapports de l'espion que je citais parle par exemple d'une réunion où il y a 3000 personnes et 2000 qui restent jusqu'à la fin. C'est le 25 mars 46 sur la question polonaise. 2000 personnes qui restent jusqu'à la fin et un autre millier qui se renouvelle 4 fois dans la soirée de 8h à minuit. Il ne s'agit pas d'une organisation internationale à proprement parler, au sens où c'est une organisation plus cosmopolite qu'internationale. Elle n'a pas de section, elle n'a pas d'implantation à l'étranger. Mais dans sa structure, elle cherche à représenter les différents groupes nationaux avec un secrétariat dont des représentants des différentes sections nationales affiliées. C'est quelque chose d'inédit à l'époque, et c'est quelque chose que l'AIT reproduira par la suite. Alors, si on s'intéresse au sens qui est donné à l'internationalisme par les Fraternal Democrats, il est évident qu'une organisation internationale n'est pas synonyme d'internationalisme. Au début, il y a surtout l'idée de prôner la fraternité des peuples, de s'opposer à toute tentative de guerre entre les nations, de plaider pour un congrès des nations, de rejeter même le terme d'étranger, c'est quelque chose qu'un texte de cette organisation exprime, d'accueillir les autres hommes, je les cite, indépendamment de leur pays, comme membres d'une même famille, la race humaine. C'est une organisation qui a des
contrairement à ce que pensait Henry Collins lors du colloque de 64, qu'il y a des ramifications dans différentes villes britanniques. Il y a une vingtaine de sections, avec à la fin 1847 un règlement, des cartes de membres, des conditions d'adhésion et une certaine audience. À la fin 47, au moment où la Ligue des Justes, qui était en quelque sorte une organisation sœur, enfin liée à l'association allemande d'éducation ouvrière, la Ligue des Justes, qui était devenue la Ligue des communistes, qui tient son congrès en novembre 47 dans le Red Lion de Great Windmill Street. C'est ce congrès qui demande à Marx et Engels de rédiger le texte qui deviendra le manifeste du Parti communiste. C'est un moment où Marx, Engels, Harney et d'autres se posent la question de construire une organisation qui dépasse les frontières britanniques, avec en particulier une implantation en Belgique. Mais c'est une tentative éphémère dans la mesure où, avec le début des révolutions de 1848, les Fraternal Democrats, même s'ils ne sont pas dissous, c'est une organisation qui se maintient encore pendant quelques années, leur activité est essentiellement britannique et avec des militants anglais. Donc il me semble que cette société, hein, même si elle s'éteint pour l'essentiel en 1948, elle a un rôle important dans la genèse de l'internationalisme sur le plan non seulement des idées, puisqu'elle parle de plus en plus de l'union des travailleurs par-delà les frontières, mais également sur le plan des hommes, des pratiques, voire des lieux. Alors, pour dire quelques mots rapidement de la période qui suit, puisque il me reste peu de temps, et puis il me semble que le travail de Lening posait déjà l'essentiel, hein, dans son célèbre article de 1938, je crois. La période qui suit, c'est à la fois une période où les réfugiés sont bien plus nombreux à Londres. Il y a peut-être 4500 réfugiés français en 1852, 1300 Allemands, 2500 Polonais et Hongrois. Il y a toute une activité autour de ces réfugiés qui cherchent à établir des liens politiques les uns avec les autres, à travers en particulier des organisations ou des journaux. Je pense que par rapport au travail de Lenin, ce qu'on peut peut-être souligner comme apport plus récent, c'est d'une part le travail qui a été mené sur les francs-maçons et le rôle de la franc-maçonnerie dans des sociabilités où les exilés peuvent en quelque sorte transcender leur clivage politique et se rencontrer. Il y a le travail d'André Combe en particulier qui a montré comment Talandier et d'autres membres de la Commune révolutionnaire appartenaient à une loge, la loge des Philadelphes à Londres, qui avait prospéré et qui avait essayé de mettre en place des loges à l'étranger, à Bruxelles, à New York, à Genève et même à Ballarat en Australie. Et puis, il y a un autre apport qui est le travail particulier qui a été mené par Michel Cordillo sur l'association internationale. Donc on a le comité international de 54 à 56, l'association internationale de 56 à 59, donc le travail de Michel Cordillo sur cette association aux États-Unis, avec plusieurs sections et des liens qui ensuite seront essentiels dans la construction d'une organisation américaine rattachée à l'AIT. Pour conclure, je pense que ces liens entre la culture des exilés, d'une part, et l'AIT ensuite, ils sont aussi patents dans l'intérêt porté aux affaires étrangères, l'unification italienne, la guerre de sécession aux États-Unis, l'abolition du servage en Russie sont des questions qui suscitent l'intérêt, voire la mobilisation en Grande-Bretagne, la question de la Pologne, bien sûr, mais par exemple, en avril 64, des dizaines de milliers de Londoniens vont saluer Garibaldi lors d'une brève visite à Londres, et puis également des Parisiens qui envoient une délégation. Les autres facteurs externes, donc je ne m'attarde pas dessus, non pas que je les juge de moindre importance, mais parce que d'autres en ont bien parlé, ou peut-être en reparleront mieux que je ne pourrais le faire pendant le congrès. Pour revenir au point de départ, donc des origines et des précurseurs, il ne s'agit pas bien sûr
d'expliquer qu'il y a un lien de filiation direct entre ces organisations ou entre ces journaux. Mais disons que ce sont les uns et les autres des manifestations d'une certaine mondialisation du radicalisme ouvrier, une mondialisation politique par en bas, faite en dépit ou même contre les gouvernements et les élites sociales. Jusqu'aux années 1850, ces organisations s'appuient encore sur des modalités pratiques antérieures, qui étaient à l'œuvre déjà parmi les élites libérales, à savoir les contacts dans l'exil, les réseaux de correspondance, les traductions d'articles ou de livres. Et quand elle est fondée, l'AIT s'appuie toujours sur ces pratiques, même si elle les dépasse, même si elle va bien plus loin. Je pense qu'on peut dire également que il y a un certain nombre de personnalités qui représentent une charnière entre ces organisations et l'AIT. Alors, bien des animateurs, bien des cadres de l'AIT étaient jeunes et n'étaient pas impliqués dans les années 1830 ou 1840. Je pense à Tolin, à Varlin, à Malon, à Odger, à Potter, à Kramer, à César de Pape, à James Guillaume. Il y en a d'autres qui étaient morts, comme Joseph Moll, ou qui avaient immigré, comme Harney ou Heinrich Bauer. Et puis il y en a qui ont refusé de rejoindre l'AIT, comme Mazzini, Louis Blanc ou d'autres. Mais en même temps, il y a des exilés comme Alfred Talandier, Victor Le Lubez, qui a demandé à Marx de lui trouver un ouvrier allemand pour la réunion du 28 septembre 1864. Et Carius, qui a été cité, qui était l'ouvrier allemand que Marx a trouvé et qui avait vécu à Londres depuis 1851. Il y a Marx lui-même, bien sûr, qui a un lien. Zorge, Friedrich Zorge, qui avait été un membre allemand de l'Association internationale aux États-Unis. D'anciens chartistes comme Alfred Walton ou George Howell. D'anciens oweniens comme Weston. D'anciens Fraternal Democrats comme Schapper. D'anciens membres du comité international comme Harris et Leno. Donc, même si, bien sûr, il faut nous garder de toute téléologie, tout déterminisme, même si l'AIT était différente de ses précurseurs, même si aucun de ces groupes n'est à son origine directe, je pense qu'il nous faut être conscient des continuités, des hommes, des idées, des lieux et des pratiques qui ont été essentiels dans sa gestation. Voilà, je vous remercie.